Maître Eliatem, vous êtes avocat et vous enseignez le droit international public et les relations internationales à la faculté libre de droit et d'économie de Paris. Oui. Vous avez publié récemment un livre sous votre codirection avec M. Pierre Berthelot sur les sanctions internationales. Comment qualifiez-vous les sanctions contre la Russie et quel est leur objectif? Les sanctions qui sont prises contre la Russie ont un objectif qui est purement politique. Autrement dit, elles sont maquillées par le droit international, parce que nous avons assisté depuis ces quelques années, il faut le dire, à une multiplication donc, des sanctions internationales et qui sont dépourvues malheureusement de plus en plus de leur, je dirais, objectif juridique qui est celui de condamner un acte manifestement illicite et qui menace la paix et la sécurité internationale. Il faut voir malheureusement une sorte de reprise de la situation des sanctions avant leur prise en charge par le droit international, notamment par la Charte des Nations Unies, et qui les a encadrées, et nous sommes malheureusement retournés à une phase, je dirais, de représailles quand les sanctions internationales étaient considérées comme une arme de guerre. Malheureusement, nous assistons à une, je dirais, une absence, une chute, un passage de nouveau à une sorte de situation de jungle internationale où le droit est utilisé pour maquiller des opérations qui sont de pur opportunisme politique. Selon vous, il y a une démission du droit international en faveur de l'opportunisme politique? Écoutez, c'est que malheureusement, la multiplication des différentes interventions, cette politique interventionniste qui est devenue une arme, qui est utilisée par certains pays pour affirmer leur puissance au niveau international, notamment par les États-Unis. Nous avons vu par quels moyens les Américains sont intervenus, d'ailleurs en Irak, en violation du droit international. Nous avons vu également la même situation qui a eu lieu également en Libye. Vous avez d'autre part également cette série, je dirais, de sanctions internationales qui sont prises dans l'irrespect total de la procédure, de la prise des sanctions internationales, qui même si elles le sont d'ailleurs dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, il reste à déterminer les conditions de la mise en place de ces sanctions et les conditions d'arrêt, je dirais, de la mise fin à ces sanctions. L'exemple le plus récurrent est celui de l'Iran. On ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, l'Iran ne constitue plus la même menace qu'il constituait cela il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. C'est parce qu'il y a une volonté politique de mettre un terme à ces sanctions qu'on a maquillé cela par le droit international qui malheureusement est de plus en plus sous la coupe, je dirais, de la politique et qui règne également sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'on le sait, le Conseil de sécurité des Nations Unies est gouverné par les 5 membres permanents qui utilisent certaines, je dirais, tractations, un certain compromis pour aboutir à des résolutions, à des décisions au niveau international. Revenons au cas de la Russie. Quel est cet objectif politique des sanctions prononcées à l'encontre de ce pays? N'est-ce pas une réaction à un acte manifestement illicite, celui de l'occupation de la Crimée? Bien écoutez, déjà, vous annoncez que c'est une occupation donc de la Crimée par la Russie. Alors, déjà, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un acte d'occupation? Alors, il faut soumettre déjà cette question à une opinion juridique. Est-ce que la Cour internationale de justice de La Haye a-t-elle été saisie pour déterminer s'il y avait oui ou non occupation? Eh bien non. Cela me rappelle un peu les sanctions qui ont été édictées à un moment donné contre la Libye avec l'affaire Lockerbie. Ces sanctions ont été édictées avant même que la Cour internationale de justice ait pu entendre, voir les rapports qui étaient relatifs à cette opération. Aujourd'hui, cette situation, donc il y a certains observateurs, certains juristes qui peuvent vous répondre en disant qu'il n'y a pas un acte manifestement illicite
qui menace la paix et la sécurité internationale, donc qui doit être sanctionné par les mesures qui sont édictées par la Charte des Nations Unies. Pourquoi? Parce que la Russie n'a fait que récupérer un territoire qui est le sien et qui a été octroyé d'une manière indirecte par Khrouchtchev dans les années 50, 1957, à l'administration donc de l'Ukraine. Or, la Russie aujourd'hui, elle a récupéré ce territoire qui appartenait à la Russie d'autrefois, avant l'Union soviétique. Deuxièmement, il n'y a pas eu de conflit militaire en Crimée. Il n'y a pas eu, je dirais, une invasion dans le sens où il y a une lutte armée pour récupérer la Crimée, comme par exemple, je le cite modestement, l'Alsace et la Lorraine, qui ont été récupérées par la France à l'issue quand même d'une lutte armée. Dernier élément, il y a eu quand même, je dirais, un référendum qui a permis de confirmer que la population de la Crimée a exprimé son point de vue, son objectif de retourner à la Russie. Donc, cette situation ne constitue pas un acte manifestement illicite. Bien, ensuite, il y a une autre question. Ces sanctions ont-ils été prises à l'issue à cause de la situation en particulier en Ukraine? Or, on sait très bien que la situation en Ukraine est encore beaucoup plus compliquée et il y a, je dirais, une déstabilisation externe de la part des États-Unis, de la part des membres de l'OTAN, qui ont utilisé ce que j'appelle les moyens du soft power américain pour déstabiliser l'Ukraine, par l'intermédiaire notamment des fondations Soros ou bien d'autres. Récemment, j'étais en Macédoine. Et ce qui m'a frappé, et pour vous expliquer cette situation, c'était cette ambassade américaine qui s'étend sur plusieurs hectares d'ailleurs, et qui est une sorte de citadelle au sein de la ville de Skopje, donc la capitale donc, de la Macédoine, et qui dispose apparemment de bâtiments en sous-sol, avec des systèmes d'écoute, avec toute une situation, un système hyper sophistiqué, qui a ces tentacules, donc il y a la tête qui est à Skopje, et les tentacules qui vont dans toute la région pour déstabiliser les pays de l'Est, les pays des Balkans, et également le Caucase, dans l'objectif de pouvoir également asseoir le pouvoir, je dirais, du gendarme du monde, des États-Unis, qui s'est érigé depuis la conférence de Dayton. Donc il y a eu un objectif de déstabilisation de la Russie, surtout quand la Russie a commencé à reprendre du terrain, à redevenir ce qu'elle était avant donc, la chute de l'Union soviétique. Et il y a le dernier élément qui, à mon sens, était derrière cette prise de sanctions internationales, c'est l'intervention ou le soutien de la Russie aux États en général, la garante contre la situation chaotique qui est en train de sévir dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, et tout particulièrement en Syrie, où la Russie avait pris la décision d'aider l'État syrien à sauvegarder ses institutions avant son intervention d'ailleurs militaire en septembre dernier. Donc cette décision, cette position de la Russie était dérangeante, ce qui a permis aux États-Unis, qui sont à la tête de l'OTAN, l'Union européenne qui est également inféodée à l'OTAN, de prendre ces sanctions qui sont de pure opportunité encore politique. Vous envisagez donc des sanctions à l'égard d'autres pays? À mon sens, pourquoi des sanctions uniquement contre la Russie et non pas contre d'autres États qui ont commis et qui commettent des actes manifestement illicites qui mettent en cause la paix et la stabilité internationale? Je vous donne un exemple flagrant qui est celui de l'intervention américaine en Irak. L'intervention américaine en Irak en 2003 a eu lieu
avec des prétextes fallacieux pour créer cette tension, pour créer le chaos. Et non pas pour renverser simplement Saddam Hussein, mais c'est pour détruire les institutions et l'État irakien. Et pour instaurer un régime qui porte en soi les germes d'une guerre intercommunautaire entre les sunnites, les chiites, les yazidis, les chrétiens, les druzes, etc., donc dans cette région, et qui va s'étendre dans d'autres pays de la région. Et nous avons, et j'avais personnellement alerté l'opinion publique à l'époque, je partais avec la veuve du Bao'dai, l'empereur du Vietnam, et nous étions au Liban, et j'avais alerté l'opinion publique dans un entretien où j'ai dit, c'est que ça va être un nouveau Vietnam pour les États-Unis. Et l'objectif des Américains, ce n'est pas simplement le pétrole, mais c'est de créer les germes d'une guerre intercommunautaire, d'un chaos, dans l'objectif de détruire ces sociétés et ces États, ces constructions sociales et nationales. De la même façon, ce qui s'est passé en Libye. En Libye, nous avons détruit non seulement on n'a pas renversé uniquement Kadhafi, mais on a porté atteinte aux institutions libyennes. Et aujourd'hui, c'est très clair, ce sont les Américains, les services américains, la CIA américaine qui a déstabilisé ce pays. La France a été de Nicolas Sarkozy, comme on le sait d'ailleurs depuis, il est totalement inféodé à l'OTAN et donc aux États-Unis, en particulier en adhérant au dispositif, en intégrant le dispositif militaire de l'OTAN. Il est intervenu sur commande américaine pour détruire l'État libyen. Donc, il y a des responsables de cette situation qui est manifestement illicite, aussi bien en Irak, aussi bien qu'en Libye, mais également en Syrie. Parce qu'en Syrie, il ne faut pas se leurrer, c'est qui a encouragé ces organisations de Daesh, de l'État islamique, pour pouvoir émerger? Eh bien, il y a une complicité, il faut le dire, occidentale, de la part des pays, ce que j'appelle le pays légal, parce qu'il faut distinguer toujours entre le pays légal et le pays réel qui est malheureusement victime, comme d'ailleurs ces peuples-là de tous ces pays qui sont la majorité et qui sont victimes d'une minorité qui est en train d'effectuer ces actes de violence et qui sont manipulés, qui sont placés sous l'hégémonie de certains groupes de pression et de certains, je dirais, lobbies qui ont pour objectif de créer cette situation chaotique mondiale qui profite à une oligarchie de financiers et de politiques. Et c'est la raison pour laquelle qu'il va falloir prendre des sanctions à l'encontre des personnes morales, mais des personnes physiques, que ce soit des États, que ce soit d'autres organisations, qui sont responsables de la situation manifestement illicite qui est en train de menacer, pas simplement de menacer, qui est en train de mettre en cause la paix et la stabilité internationale. Mais alors, comment appliquer concrètement ces mesures? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, les sanctions sont devenues des mesures de représailles. Des représailles, et on le voit, c'est que ce n'est plus simplement les Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, à l'issue d'une résolution qui doit être prise dans certaines conditions particulières, que les sanctions sont édictées, mais on voit également, il y a certaines des contre-mesures, mais il y a également des sanctions qui sont édictées par des organes régionaux, notamment l'Union européenne, qui pour moi est une organisation régionale. Il y a des institutions, il va falloir que ces institutions régionales, ces ONG également, ce regroupement d'États, ce regroupement donc de personnes, je dirais dans le cadre d'ONG, il va falloir qu'ils prennent des décisions qui sont des contre-sanctions en représailles à ces sanctions qui sont prises. Et c'est là que j'appelle par exemple la Russie et les amis de la Russie et que j'appellerai le monde libre, parce que vous savez, pour moi, il y a un inversement de la situation. Avant la chute du communisme, le monde libre était là, en Occident, et le monde
soviétique. Donc c'était de l'autre côté, c'était le monde sous oppression. Et là, aujourd'hui, il y a une inversion des choses, c'est que je constate que le monde libre est aujourd'hui dirigé par Moscou et garanti plutôt par Moscou, et nous vivons dans une situation où nous sommes sous domination d'une certaine hégémonie, une dictature, je dirais, sans dictateur, et c'est contre ce monde-là qu'il va falloir prendre certaines mesures pour libérer d'une part les consciences, mais libérer également les populations de ce joug de ces groupes de pression et qui sont dirigés notamment par le monde de la finance et par certains groupes de lobby, je dirais, de politiques politiciens.